Smart Strategy vous est présenté par Circle by Square. Les amis, on est de retour. Smart Strategy, nouvel épisode avec Augustin Van Rijkenvorsel et avec Olivier Duhat, le patron de Webhelp. Alors celui-là, je le connais, tu vois, Augustin, voilà, je le connais même très très bien. On a suivi la croissance de Webhelp et puis on pourra en dire un mot, mais Olivier a pris aussi des responsabilités, j'ai pas envie de dire syndicales parce que c'était à la marge, mais enfin, Olivier, tu as dirigé Croissance Plus pendant, enfin, tu as été patron de Croissance Plus pendant 3 ans, et voilà, c'est ça. C'est loin, ça. Ouais, c'est loin, mais enfin... Tu connais bien, tu connais bien. Non, mais à un moment, quand on a une boîte en pleine croissance, je crois que c'est quand même assez chronophage. Mais surtout que moi, j'ai vécu la sortie de Nicolas Sarkozy et l'entrée de François Hollande. Donc, ça a été 2 moments de vie assez exceptionnels quand on veut faire du lobbying et qu'on veut faire en sorte qu'on pousse nos entreprises et notamment les jeunes entrepreneurs. Non, c'était un moment de vie assez intéressant. Il a fallu expliquer aux équipes de François Hollande ce qu'était une boîte en croissance, ce qu'était une plus-value réelle ou pas réelle. Déjà, ils ne s'attendaient pas à être là. Il faut bien se rappeler que l'équipe de François Hollande est arrivée à commencer à commander un certain nombre de rapports, le rapport gallois. Alors on a essayé de leur expliquer qu'il suffisait d'ouvrir les armoires et qu'il y avait plein de rapports et que les choses étaient assez simples, mais on a perdu pas mal de temps. Bon, allons-y. Donc Webhelp, hein, évidemment. Donc on va parler relations clients, etc. Qu'est-ce qui t'intéresse dans la personnalité d'Olivier, dans Webhelp, dans la boîte? Peut-être fais d'abord pour les téléspectateurs qui ne connaissent pas encore tout à fait Webhelp, un rapide vue de Webhelp et de son histoire, parce que bon, Stéphane te connaît bien, mais tout le monde n'est pas à ce niveau-là. Webhelp est une société spécialisée dans tous les métiers de la relation client. Donc on est à la fois cabinet de conseil pour ceux qui veulent du conseil en termes de relation client. On est SS2I parce qu'il faut développer et intégrer un certain nombre de technologies. Et on est aussi opérateur de centres de contact. Je dirais, on parlait avant de, j'aime toujours pas ce terme, de centre d'appel. On n'est plus dans le call center. Et donc on travaille pour un certain nombre de grandes marques. Aujourd'hui, on fait beaucoup de croissance avec les nouvelles marques du digital, toutes les GAFAM et autres. Mais on a aussi des grands clients français, des grands clients britanniques. Donc notre portefeuille, c'est 30-40%, je dirais, de chiffre d'affaires fait avec des marques complètement internationales. Et puis après, des positions dans chacun des pays dans lesquels on opère. Juste pour finir, on est aujourd'hui 60 000 dans le monde, 150 centres de production. D'existence 20 ans. On aurait dû dignement fêter nos 20 ans le mois dernier, mais on va faire les 21 en fait. Et vous l'avez fait en téléconférence, pas mal. Voilà. Mais si je prends alors, la plateforme de relations clients, c'est-à-dire Salesforce, toi tu construis des briques qui vont s'imbriquer dans Salesforce et qui vont permettre à tes clients d'avoir des éléments particuliers ou tes concurrents de Salesforce, tu construis des systèmes globaux, complets, qui vont permettre toute la relation client? Salesforce, c'est une technologie, c'est un logiciel. Dans le domaine c'est une plateforme. Nous, on est opérateur de service, c'est-à-dire que la dimension humaine est très importante. À partir du moment où un consommateur veut rentrer en contact avec une marque, quelle que soit la raison, en avant-vente, en vente, en après-vente, en upselling, en cross-selling, quelle que soit la raison, on est les ambassadeurs de la marque. On est les ambassadeurs de Cdiscount, de Amazon, de Apple, de toutes ces grandes marques qui nous confient en fait ce qu'on appelle la gestion de la relation client. Et pour ce faire, on s'appuie sur les trois actifs que je viens de décrire, à la fois de l'ingénierie, du savoir-faire dans le design. Je vais définir le parcours client, on appelle ça un parcours client. Je vais y intégrer les bonnes technologies. Je peux utiliser Salesforce, qui va devenir un partenaire, mais d'autres technologies aussi. Et je vais opérer moi-même le service au travers des 150 plateformes totalement multilingues et totalement omnicanal, puisque aujourd'hui le consommateur ne va pas téléphoner comme on faisait effectivement il y a 20 ans. Il va utiliser certes un peu le téléphone, mais beaucoup le chat, beaucoup la vidéo. On pourra parler effectivement de ce que la crise a amené dans nos métiers. L'image, en fait, redevient très importante dans la relation client. Et la crise, parlons-en, du coup, toi, tu l'as vécu comment, ce qui vient de se passer là? On l'a finalement très bien vécu parce qu'on s'était préparé à des scénarios catastrophes. On est aujourd'hui le partenaire de grandes marques en fait. Donc si un de mes centres a un problème, prend feu, il faut que je sois capable très vite d'assurer la continuité du service et du business. Donc on était préparé en termes de technologie, en termes d'infrastructure, à pouvoir finalement déménager nos populations d'une production sur site à une production qu'on appelle à la maison en télétravail. C'est ça.
Et comme cet exercice a été fait sur l'intégralité des pays, l'intégralité des centres, quand on n'avait pas prévu la pandémie, bien évidemment, on a été capable, en fait, en 48 heures, de pousser pratiquement 80% de notre main-d'œuvre sur des solutions at home. C'est ça. Mais le sujet, Olivier, c'est est-ce que la crise et le confinement, et donc la nécessité d'une relation client à distance, tout à coup pour tout le monde, absolument tout le monde, a été une forme de révélateur sur les capacités d'une société comme Webhelp? Ça a été un accélérateur plus qu'un révélateur. Parce que ce qui nous a profité, c'est que le consommateur est en train de changer ses habitudes. On a gagné 10 ou 15 ans dans la digitalisation de notre économie. Donc le e-commerce a poussé en 3 mois comme il aurait dû pousser sur une période de temps beaucoup plus longue. Je ne sais pas si c'est 10 ou 15, mais c'est vrai que ça a été un énorme accélérateur. Alors, nous, on n'est pas tellement visible. Le consommateur, il ne se rend pas forcément compte qu'en fait, Webhelp est derrière tout ça. Non, mais les business, eux, ils se rendent compte qu'ils avaient... Voilà. Non, on parle du B2B, évidemment. Non, on ne parle pas du consommateur. Nos clients se sont rendus compte de l'intérêt de la spécialisation et donc du coup de l'externalisation à des sociétés spécialisées. Une raison pour laquelle on a continué à croître pendant la crise, c'est que nos clients étaient incapables de s'organiser comme nous on s'est organisé. C'est la relation client, elle est soit internalisée, soit externalisée, soit on fait un mix des deux. Et on est rentré en quelque part en concurrence un peu live avec nos clients qui se sont aperçus, pas tous bien évidemment, qu'ils n'avaient pas la même agilité, ils n'avaient pas forcément prévu les mêmes choses que nous. Nous, on est spécialistes de ça. Donc le matin, on se lève, on pense à ça, on pense à la continuité de notre business, on pense à la relation client. Quand on est à une société d'e-commerce, la relation client est une brique d'une chaîne de valeur qui est beaucoup plus large que ça. Et comme c'est ton... Pardon, Augustin, mais comme c'est ton obsession, vous aviez, Webhelp, imaginé l'idée qu'il n'y ait plus possibilité d'accès au site. Tout à fait. Business continuity. Alors, jamais je dirais, c'est la pandémie où on avait imaginé une pandémie. Il peut y avoir d'autres cas où un site est inopérant. C'est ça. Un tremblement de terre, il y a le feu, il y a une cyberattaque, n'importe quoi. Donc il faut qu'on soit capable sur un site, mais comme on fait l'exercice 150 fois, c'est finalement 150 fois qu'on a fait l'exercice, de bouger tout le monde et d'assurer la continuité du business que l'on opère pour nos clients. Donc ça a été une chance. Alors tout le monde ne s'organise pas comme ça. Moi je crois beaucoup, on va parler de stratégie, mais je pense qu'un élément de la stratégie ou de la solidité d'une entreprise vient autant de sa résilience que de son avantage concurrentiel. C'est ça. Et du coup, parlons-en de cette résilience et avantage concurrentiel. Qu'est-ce qui fait que, on a parlé de 3 gros autres acteurs dans ton métier, qu'est-ce qui fait que Webhelp... On n'en a pas encore parlé en fait. Non, on n'en a pas encore parlé. Non, tout à fait. Mais pour pas les citer, pour éviter de les citer, mais qu'est-ce qui fait que toi, tu vas réussir par rapport aux autres? Quelle est ta vision de la relation client dans les 10 années à venir? Parce que là, on a pris un accélérateur incroyable. Qu'est-ce que tu es en train de mettre en place pour la question qu'on se pose, d'abord il faut avoir envie d'être là dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Il y a un programme en interne chez Webhelp que j'ai lancé qui s'appelle Build to Last. C'est ça. Construit pour durer. C'est une obsession chez nous. Okay. Et alors qu'est-ce qu'il faut faire pour durer? C'est, je pense, un équilibre entre une notion d'avantage concurrentiel permanent et cette notion de résilience. Les deux s'auto-alimentent. Si on a un avantage concurrentiel, on est plus résilient, et si on construit de la résilience, ça donne un avantage concurrentiel. Mais parfois, elles s'opposent. Pourquoi? Parce que je peux décider, à un moment donné, de faire des choix qui vont maximiser mon avantage concurrentiel, mais qui coûtent cher. Et j'abîme ma résilience. Je peux dépenser beaucoup d'argent en marketing, par exemple, mais ça veut dire que je puise un petit peu dans mes réserves. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec les fonds de private equity. C'est pareil, il y a des équilibres à aller chercher. Pourquoi? Parce que quand on va travailler avec un fonds de private equity qui veut investir dans une société comme la nôtre, il va pousser ce qu'on appelle le levier. En multiples d'EBITDA. Il faut être raisonnable. On sait très bien qu'une boîte, même si les fonds de private equity disent on peut mettre 6-7 fois de levier sur votre boîte, elle est saine, elle est solide, il y a des bons cash flows, vous inquiétez pas. Il faut pouvoir se dire en tant que patron, non, on n'ira pas à ce niveau-là. Peut-être qu'on va maximiser le profit en allant chercher du levier à 6 ou 7 fois, mais on va rester à 4 ou 5. Parce que cette notion de résilience est importante. Complètement. Et ils entendent ça. Alors souvent ils n'ont pas le choix parce qu'ils sont en concurrence. Voilà, c'est ça l'avantage. Mais je pense qu'il faut résister. Et j'aime bien cette notion de se dire d'abord on est dans une logique vraiment de build to last et l'équilibre permanent entre la recherche de la
compétitivité, mais cette notion de résilience, il ne faut pas l'oublier. Alors, c'est super intéressant, Olivier, parce qu'il se trouve que là, cette semaine, on a traité avec un cabinet qui s'appelle Les Temps Nouveaux, Christian Bogos, que tu connais peut-être, qui a été au cœur de Manpower en France pendant de très nombreuses années. Ils ont justement réfléchi à cette notion de résilience. Plus de la moitié des patrons français sont d'accord avec toi, ceux qui sont interrogés, c'est-à-dire c'est bien la résilience la priorité davantage que l'efficacité opérationnelle, voilà, on va le dire comme ça, mais elle passe d'abord par les ressources humaines. Ouais. D'accord avec ça? Elle passe d'abord par l'équipe, l'entraînement de l'équipe, tout ce qu'on appelle aujourd'hui les valeurs, la capacité à J'invite fédérer les ceux qui n'ont ressources pas humaines. fait encore de lire ou relire les ouvrages de Jim Collins, qui a d'ailleurs un Good to Great et Build to Last, qui dit... Il a interrogé énormément de CEO de boîtes qui sont considérées comme des great companies, des grandes sociétés qui traversent le temps, les crises, les cycles. Il a dit, tous les patrons que j'ai vus disent toujours « Start with the who, not with the what ». Commencez par le qui, pas par le quoi. Commencez par les ressources humaines avant de parler de stratégie. Tout à fait. Et je pense qu'on peut citer dans un autre domaine Charles Darwin, qui disait que les espèces qui survivent ne sont pas ni les plus fortes, ni les plus intelligentes, mais celles qui ont une capacité d'adaptation au changement les plus importantes. Donc c'est darwinien finalement une boîte. Et ça passe effectivement par les hommes et les femmes. C'est ça qui fait qu'à un moment donné, on va gagner cette capacité d'adaptation. Ce qui est quand même si tu n'aimes pas le terme call center, ça représente quand même, c'est une réalité. Et c'est une réalité aujourd'hui qui est une réalité qui reste, alors c'est peut-être une image qui reste et qui est aujourd'hui totalement faussée, mais qui reste une réalité de travail compliqué, de travail pénible, de travail où justement impulser une dynamique de ressources humaines, ça doit être sacrément compliqué. Donc comment est-ce que tu fais? Comment est-ce que tu concilies tout ça? On a été énormément aidé par la technologie. Il y a 20 ans ou 25 ans, effectivement, le métier, quand on travaillait dans un call center, était sec, quoi. Était assez bête. On recevait des appels, on lisait des scripts, et c'était pas très intelligent. Ce métier a complètement changé. Pourquoi? Parce que les marques, elles automatisent, elles robotisent, elles informatisent tout ce qu'elles peuvent, tout ce qui a faible valeur ajoutée, sur lequel, en fait, ni le client ni la marque va gagner à un échange humain. Donc on se concentre aujourd'hui sur du quotient émotionnel. On vend du quotient émotionnel parce que de toute façon, la machine, en termes de quotient intellectuel, elle sera toujours plus forte que nous et puis c'est pas fini. Nous, on vend du quotient émotionnel. La machine n'a pas de cœur. Elle n'a pas de quotient émotionnel, elle n'a pas d'intelligence relationnelle. Aujourd'hui, quand on rentre en contact avec un ambassadeur de marque, on attend un contact humain et on va chercher ce contact humain. Donc les marques, elles se focalisent sur des choses qui sont stratégiques dans la relation, donc toutes les problématiques de vente, ce qu'on appelle l'upselling, le cross-selling, la fidélité. Donc là, on veut créer du lien. Et puis lui, le consommateur, va chercher un allié, un ambassadeur de marque sur les choses compliquées. En fait, ton corps, il y a besoin d'un échange. De quotient émotionnel, quoi. Mais vous savez, la baseline de WebHelp, en dessous du logo, il y a écrit « Think Human ». C'est ça. Oui. On vend de l'humain. Oui, mais alors, je continue parce que ça coûte forcément plus cher que ce qu'on pouvait faire il y a 10-15 ans, de lire des scripts et de répondre de manière automatique aux consommateurs qui appelaient. Donc ça veut dire que les marques sont d'accord aujourd'hui pour te donner à toi davantage de moyens pour mettre en place cette stratégie. Qu'est-ce qui s'est passé avec le digital ? C'est impossible aujourd'hui de se différencier par l'emplacement. On disait avant, dans le retail, ce qui est important, c'est location, location, location. Bon, maintenant, tout est disponible. Tous les produits de la Terre sont disponibles en 3 clics. Bon. Deuxième différenciateur possible, le prix. C'est plus possible non plus parce que tout se compare tout de suite. Qu'est-ce qui reste? Quand on ne peut pas se différencier par le produit et quand on ne peut pas se différencier par le prix, il reste la qualité de la relation client. Donc aujourd'hui, toutes ces grandes marques du digital, elles ont complètement changé ce qu'on appelle l'expérience client. Je donne un exemple très simple. Moi, quand j'ai commencé ce métier, je recevais des appels d'offres de nos clients qui disaient « Vous décrochez 80% des appels en moins d'une minute, c'est bien, ça suffit ». 80% des appels en moins d'une minute, quand il y a des pics, ça veut dire qu'on attend plusieurs minutes et très longtemps dans les files d'attente. Aujourd'hui, les grandes marques, qu'on ne citera plus, mais vous les avez tous en tête, qui sont les grandes marques de l'e-commerce, c'est 97% de décrochés en moins de 20 secondes. Voilà, donc le client, on le prend tout de suite. S'il veut m'appeler, il peut me contacter et je suis là pour lui. Et en plus, philosophiquement, ils se disent, le client a raison a priori. Toujours. Avec les abus. Ça, merci Jeff Bezos là-dessus. Merci Jeff Bezos, tout à fait. Le client
a raison a priori. Et du coup, le futur de ton métier, c'est quoi? C'est déjà travailler sur cette notion de timing de relation client, être de plus en plus rapide par rapport au client. Est-ce qu'il y a d'autres grandes tendances où on se dit, OK, là-dessus, il faut qu'on investisse parce que c'est vers là que ça va aller? Alors, c'est difficile de faire une réponse rapide, parce qu'il y a plein de choses à faire. Oui. Globalement, aujourd'hui, on est dans une industrie très fragmentée. On a construit un leader français de 2000 à 2010, un leader européen de 2010 à 2020. On veut construire un leader mondial. C'est du build to last. C'est les Jeux Olympiques. Il y a des gens qui aiment participer. Nous, on aime bien être sur la première marche du podium. Donc, citons-le quand même parce qu'il est rentré au CAC 40 en plus le mois dernier. Voilà. Téléperformance, français, leader mondial. Et d'ailleurs, je suis ravi qu'on parle de notre industrie. Les gens ne le savent pas forcément, mais il y a 3 sociétés françaises dans le top 5 mondial. Donc on parle beaucoup, et on a raison d'en parler, d'autres sociétés du tertiaire du service, les Capgemini, les Atos ou les Sodexo. On est bon dans le service, les Français. Et en relation client, on est très bon. Donc cocorico là-dessus, c'est très bien. Notre stratégie, elle est de continuer à consolider le marché. On est aujourd'hui premier en Europe, on est leader en Europe. On veut créer un leader mondial. Alors sur quoi ça va se jouer? Ça va se jouer sur de l'expansion internationale, parce que quand on travaille avec des marques qui sont elles-mêmes internationales, on se doit d'être partout où elles vont. C'est ça. Donc on construit en fait un réseau. On a beaucoup investi en Europe parce qu'il ne fallait pas disperser en fait nos ressources. Mais il va falloir être beaucoup plus international dans les 5 prochaines années. Savoir investir aux États-Unis, investir plus fortement en Asie, en croissance organique et en croissance externe. Et puis après, en termes de savoir-faire, c'est un mix entre savoir utiliser les technologies d'aujourd'hui, celles de demain, et être très alerte sur le potentiel de la technologie. Parce qu'en fait, notre industrie est en train de croître si vite qu'il va y avoir à un moment donné une pénurie de ressources humaines si on ne cède pas de la technologie pour désengorger en quelque sorte les centres de relations clients. Et sinon, tu vas diminuer ta qualité de service aussi. Tout à fait. Mais là-dessus, Olivier, parce que donc tu as démarré, Webhelp a été lancé il y a... Juin 2000. Juin 2000. C'est pas la techno qui drive Webhelp au départ. Donc ça veut dire qu'à un moment, il a fallu s'adjoindre. Mais c'est quoi? C'est un homme qui vous accompagne depuis un moment, qui est le IT guy, qui est le gars qui vous conseille sur les décisions à prendre. Parce que tu es en train de me dire que c'est maintenant critique dans ton organisation. Non, c'est pas un homme, c'est un écosystème en fait. On crée un écosystème d'abord de compétences en interne. Bien évidemment, il y a toujours un capitaine pour mener l'équipe, et toujours un leader. Mais c'est aussi un écosystème en fait de start-up et d'entreprises. Tout va tellement vite aujourd'hui qu'on ne peut pas se permettre en fait de miser que sur l'interne et que sur le développement interne. Par contre, il faut être extrêmement alerte, il faut être extrêmement connecté, il faut être agile. Et je pense qu'on n'en a pas parlé, on peut en parler peut-être maintenant sur les différenciateurs de Webhelp pour réussir. Cette notion de on veut être la plus grande start-up au monde, elle est totalement prégnante. On veut garder cette agilité, cette rapidité d'exécution, cette connexion avec ce qu'on appelle la frontline chez nous, c'est le terrain, c'est les clients, les employés. Et toute la complexité de ce qu'on est en train de construire, c'est comment on peut rester une start-up avec le niveau de complexité qui est le nôtre. Je vais préciser ma question. Alors, il y a quelques années, mais c'est encore vrai, sur les boîtes de tech qui démarraient, les VC notamment, les investisseurs disaient « si le patron n'est pas capable de démontrer sa technologie, moi j'investis pas ». Une boîte de tech, c'est d'abord un patron qui porte sa techno et qui démontre sa techno. Vous êtes en train de devenir une boîte de tech? Non, on ne devient pas une boîte de tech. Non. Pas à ce point-là. Une boîte de tech, c'est une boîte qui développe de la technologie, qui l'a créée, qui est une IP, qui l'a Toi, tu l'agrèges. Moi, je l'intègre. Je la comprends et je l'intègre et je l'adapte. Voilà. Et mon métier n'est pas de trouver des solutions alternatives à Salesforce. De la même manière qu'il y a 30 ans, quand on lançait un call center, on n'a pas racheté Alcatel ou Nortel en se disant il faut qu'on intègre le téléphone qu'on va décrocher. J'ai compris. J'ai compris. Et tu parlais de résilience tout à l'heure. Une des grosses notions dans la résilience, c'est avoir une capacité de multiplicité autour de ton core business. C'est-à-dire que tu as ton gros core business et puis tu as des petits éléments autour qui vont faire que ça va supporter le core. Est-ce que c'est ça dont tu parles quand tu parles de l'écosystème de start-up qui est autour de toi? Ce qu'on appelle les adjacences. C'est ça. Voilà, ce sont nos adjacences. C'est qu'on a effectivement une locomotive qui est notre core business historique, qui avance. On voit clairement effectivement la stratégie à suivre. Mais le Webhelp d'aujourd'hui, pour être un Webhelp qui est leader dans 10 ans,
il doit se transformer. Complètement. Voilà. Donc il faut en permanence identifier ce qu'on appelle les adjacences, des métiers adjacents, des relais de croissance aussi. Dans cet univers du ce qu'on appelle dans notre jargon le BPO, le Business Process Outsourcing, qui est une forte tendance en fait. Il y a une tendance à l'externalisation de ce qui n'est pas core pour nos clients. C'est ça. Et tu peux donner un exemple d'un adjacent sur lequel tu as misé qui font que... Je peux t'en donner plusieurs. On a très fortement investi dans les métiers de la modération. C'est un nouveau métier. La modération de contenu pour les réseaux sociaux, qui fait appel là aussi à beaucoup de ressources humaines, de la techno et du process. Nous, on vend finalement, c'est ça, si je devais résumer, c'est people, process, techno. C'est ça. Ah, c'est intéressant la modération, t'as raison. C'est un truc tout neuf, mais qui est un vrai adjacent là pour le coup. Et tout neuf, et on se rend compte que même Facebook n'y arrive pas. Donc quand aujourd'hui, l'un des plus énormes... Il faut effectivement que la techno progresse, parce que le contenu à modérer est tellement gigantesque et puis il y a un autre souci qui est un sujet social auquel on fait très attention, c'est que les contenus qui sont modérés sont d'une violence inouïe. Donc les risques psychosociaux sont certains. Absolument. Tu parles de responsabilité sociale. Derrière une boîte comme la tienne, on la pose un peu systématiquement, mais avec une taille comme tu as, il y a un moment où tu commences à devoir avoir des responsabilités au-delà de tes employés, mais sur le long terme et pour l'extérieur. Donc ta responsabilité sociale, il y a des choses qui font que tu dis, OK, je suis en train de préparer En gros, est-ce que tu es en train de préparer le monde de tes petits-enfants, quoi? De toute façon, je pense que dans cette notion de compétitivité, dans un métier de service, où on doit attirer des talents en permanence, on se pose la question en permanence de qu'est-ce qui attire les talents. Il faut un projet, ils y adhèrent, il faut du plaisir, et donc c'est la culture de la start-up, et puis après il faut du sens. Aujourd'hui, on ne recrute pas des talents si on ne donne pas du sens à l'action. Donc ça, c'est toute effectivement la démarche d'enjeux et de responsabilité sociale, sociétale, environnementale, qui est déclinée en 4 pôles chez nous. Il y a un pôle qui est très people, effectivement, c'est people, planète, progress, et le dernier, c'est la fondation. Si je reviens à ta question sur toute la partie ressources humaines, alors je ne vais pas faire la liste à la Prévert de tout ce qu'on fait, mais je donne un exemple. On travaille énormément ce qu'on appelle l'impact sourcing. L'impact sourcing, c'est être capable de recruter des populations difficiles. 60 000 collaborateurs aujourd'hui, avec des turnovers aux alentours de 20-25%, ça veut dire que tous les ans, on recrute 10 à 15 000 personnes. Soit j'utilise les circuits classiques de recrutement, soit je vais chercher des publics difficiles, dans les banlieues, dans les townships, je passe des townships à Pascal Cape Town, en Afrique du Sud. On a fait un partenariat avec une association qui s'appelle R&B, où on va directement chercher les jeunes qui ne tapent jamais aux portes. 20-25% de turnover, c'est pas beaucoup. Tu cherches pas à réduire un peu ce turnover là? Toujours, c'est ça. Hein. Ouais, souvent ce sont des jeunes qui après leurs études en fait vont rentrer dans ces métiers-là. C'est difficile de faire moins en fait. C'est difficile de faire moins. Il y a une sorte. Parce que c'est un premier job. Après, c'est une moyenne. Donc, mais attends, parce que moi, on est Bismart quand même. Donc c'est quoi? People, Planet, Progress, pognon quand même, Olivier. Non, c'est-à-dire dans la fidélisation des talents, on est d'accord quand même. Non, mais je pense que ce sont des notions qui ne doivent pas s'opposer. Bien évidemment que le profit, la valeur de l'actionnaire, pour nos employés, est une dimension économique évidente. Mais ça suffit plus. C'est ça. Parce que mon point, c'est ça suffit plus. Je pense que il faut. Moi, je me rappelle quand j'étais à l'école, on me parlait de shareholder value, la valeur pour l'actionnaire. C'était le truc à regarder absolument. Ça, c'est terminé. Ça fait plus rêver personne. Le shareholder value, c'est un élément parmi d'autres. Et tout ce qui tourne autour effectivement de la démarche citoyenne, autour de même la planète. Mais tu peux, parce que c'est au cœur de l'ADN de Croissance Plus, associer un certain nombre de gars au capital, construire une histoire ensemble, une histoire de croissance. Ça continue ça chez Webel? Pas oui à fond. Voilà, c'est ça. 700 managers tous associés au capital, 700 managers? Depuis le début. Voilà. Donc ça, c'est vraiment des... Et ça, quand tu rentres chez Webel, tu peux venir... C'est ce que tu as envie de targeter. Oui, alors ça fait partie de la proposition de valeur. C'est ça. C'est-à-dire, on veut que vous soyez des intrapreneurs. C'est ça. Prenez des responsabilités. Donc il faut qu'ils aient, si on a ce discours-là, il faut qu'ils aient de l'avantage de l'entrepreneur. Et un des avantages, effectivement, c'est d'être associé au capital. C'est-à-dire que quand on crée de la valeur tous ensemble, on la distribue auprès de tous ceux qui ont créé de la valeur, ça me semble. Et donc depuis le début, depuis la création de Webhelp, on a ouvert le capital, et à chaque fois qu'on a changé d'actionnaire, on a fait 5 LBO, on leur a dit, c'est non négociable.
C'est comme ça que ça va marcher. Et vous allez mettre en place des management packages très attractifs pour nos gars parce qu'ils vont se dépenser. On va leur demander de donner le meilleur d'eux-mêmes et on veut absolument qu'ils aient les avantages des entrepreneurs. Bernard Charlès appelle ça, le patron de Dassault Systèmes, il appelle ça des bouts de terre. Je veux leur donner des bouts de terre à cultiver. Voilà, c'est leur bout de terre, leur parcelle de terre. Je trouve, c'est formidable. Génial. Non, Bon, non mais c'est intéressant parce que il nous reste une 30. Hein. Ouais, mais juste pour un petit ping par rapport à un des patrons qu'on avait rencontré dans un secteur complètement différent, qui était Savencia, qui fonctionne un peu de la même manière. Il donne aussi des bouts de terre. Ouais, il crée des marques et il dit. Et du coup, dans tes adjacents, tu donnes des bouts de terre, ou bien c'est plutôt sur tout business? On a fait 22 acquisitions et je suis très fier que l'on ait gardé les 22 équipes de management. Ah, c'est ça. Tout amical, donc, ça veut dire. Aucune hostile. Ouais. On commence par ça. Impossible dans les métiers de service. On peut pas. Oui, exactement. On peut pas être une boîte avec une culture de la start-up, de l'entrepreneuriat, people first et tout, et dire la chose que je fais, c'est que je change le management. Ça marche pas. On n'en a pas envie. On n'est pas câblé comme ça. 22 acquisitions, on a toujours les équipes de management qui sont associées au capital et le truc continue. Ça doit être rare quand même. Je crois que ça, c'est. Et même pour tes fonds, ça ne doit pas être facile à accepter toujours, parce que c'est en général là qu'ils ont envie de taper aussi, quoi. Mais... Pour les fonds. Les fonds, ils ont envie d'optimiser le truc. On récupère la boîte, on optimise, on crache. Non, mais il nous a dit que justement, il restait. Il arrivait à heureusement, je pense que 100% des actionnaires qui ont investi dans Webhelp ont fait une bonne opération. Donc du coup, maintenant, je suis crédible à leur expliquer que ça fonctionne pas trop mal. On est au bout. Donc, on fait plus du tout les infos, machin. Mais écoute, cette émission devient une espèce de grande discussion passionnante. Non, je crois que c'était absolument passionnant. Merci Olivier. Merci Augustin. Non, on en a encore une avant la rentrée ou c'est la dernière? Je crois que c'est la dernière. C'est la dernière, donc on se retrouve à la rentrée si le temps le permet. Merci les amis, et on se retrouve à la rentrée donc pour Smart Stratégie.